Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes. Bonsoir mes camarades. Bonsoir Elisabeth. L'actualité, c'est les tout derniers préparatifs de l'astronaute française Sophie Adno avant son départ, après-demain normalement, pour rejoindre la Station spatiale internationale. La deuxième femme française à voler dans l'espace va y séjourner entre 8 et 9 mois, durée de la mission Epsilon, et ce n'est pas rien. Hello coucou depuis Cap Canaveral. Bon, l'équipage Crew 12 est prêt, vraiment prêt pour le décollage. La fusée Falcon 9 de SpaceX est prête, mais la météo nous joue des tours. Alors, le décollage est reporté vendredi 13. À bientôt pour plus de nouvelles. Sophie Adno est merveilleuse et en plus elle n'est pas superstitieuse. Quelle est plus largement la stratégie de l'Agence spatiale européenne? Les astronautes français et européens sont-ils les mieux placés dans la course aux étoiles et dans l'exploration spatiale? Ce sera le thème de notre débat. Avant de retomber sur le plancher des vaches, pardon pour vous, et de retrouver les chroniques de Marie Bonisseau et de Xavier Mauduit. Avec des patates, des pommes de terre, à ne plus que savoir qu'en faire, Elisabeth. Excellente récolte en Europe. Surproduction et donc baisse des prix, au moins pour les producteurs. L'occasion de revenir sur l'histoire de cet étrange mot, patate. Et vous, Marie? Eh bien, ce soir, moi, je vous propose de pénétrer discrètement dans un musée, de voler une statue africaine et de la ramener dans son pays d'origine qui a été pillé par les puissances occidentales. C'est le scénario d'un jeu vidéo qui vient de sortir et qui est aussi politique qu'amusant. À tout à l'heure. Et pour commencer, nous recevons Léa Huppy, philosophe, grande intellectuelle albanaise, francophone, qui signe avec indignité un roman-quête familial et total sur l'Albanie au XXe siècle, successivement micro-royauté avec le fameux roi Zog, dictature stalinienne, puis démocratie depuis 1990. Une partie de sa famille y a été broyée. On en parle tout de suite avec elle. Bonsoir Léa Huppy. Je précise à nos amis artésiens que le Y se prononce U. Nous l'avons découvert en vous découvrant sommité intellectuelle francophone et albanaise. Je vous présente Anna Ndiaye et Benjamin Sportouche. La question qui nous taraude, Léa Huppy, chaque fois qu'on vous rencontre, c'est où avez-vous appris à parler français? C'est par ma grand-mère. Elle m'a commencé, c'est ma première langue. C'est elle qui parlait français, chantait en français, m'a raconté des histoires en français. Et cela venait de son enfance. Elle était née dans une famille de l'aristocratie albanaise de l'Empire ottoman. Et le français, c'était la langue des aristocraties de tous les empires, je pense, au début, fin 19e siècle, début du 20e siècle. Russie ou Empire ottoman, voilà. Et c'est cette grand-mère, votre grand-mère, qui est au cœur de votre roman-quête. On va en parler après votre portrait, réalisé par Gaël Legras. Léa Huppy, dans votre livre, vous enquêtez sur votre famille et en particulier sur Leyman Huppy, votre grand-mère, dont le destin est associé à l'histoire européenne du XXe siècle. Alors, explorer le passé nous permet-il d'éclairer le présent? Pour répondre à cette question, vous avez le profil idéal. Né en 1979 à Tirana en Albanie, vous grandissez à Durrës sur la côte adriatique. Le régime communiste est en place depuis 1945. En 1991, il s'effondre. L'Albanie instaure le multipartisme et l'économie de marché. En 92, la télévision française vous filme chez vous, aux côtés de votre grand-mère, et vous lisez les poèmes que vous composez depuis l'âge de 6 ans. Je vois des personnes qui marchent, c'est triste. Chacun pense à soi. Oh, ma pauvre Albanie. Vous évoquez alors également le destin de votre grand-père, Aslan, le mari de Leyman, accusé au sortir de la Seconde Guerre mondiale d'être un ennemi de l'État. Mon grand-père était un avocat et qui voulait le pluralisme. Alors, on l'a mis en prison pour 15 ans et il a souffert en prison. Puis, quand il est sorti, il est mort. En 2022, vous publiez Enfin libre, récit décrit comme une autobiographie politique. En croisant votre histoire et celle de votre pays, vous traitez également le concept philosophique de liberté. Après l'autoritarisme de la dictature communiste, vous considérez que l'État capitaliste comporte aussi ses propres restrictions. Yes, you could go on holiday wherever you wanted to, but if you couldn't afford your holiday because you were working several jobs and because you couldn't make a living for your family, then that was also insignificant.
Aujourd'hui, vous vous penchez donc sur le destin de votre grand-mère Lehmann. Vous considérez votre livre comme un projet historique, philosophique et politique hanté par la question de la dignité. L'essentiel du récit se situe autour des années 30 et de l'émergence des forces nationalistes. Vous établissez un parallèle avec notre époque rythmée par une crise de représentation politique, une crise économique et une crise de solidarité internationale. Nous vivons une période marquée par la montée d'une rhétorique anti-immigration qui désigne les minorités comme bouc émissaire, en partie pour répondre à cette triple crise. Léa Huppy, c'était émouvant de vous voir vous regarder avec votre grand-mère. Vous auriez pu écrire un grand poème en prose, mais vous avez préféré enquêter pour lui restituer sa dignité. C'est un mot, il y a des occurrences, des dizaines d'occurrences de ce mot, dignité, dans votre livre. Qu'est-ce qui a été arraché à votre grand-mère ? Ma grand-mère, elle a eu une vie de grande souffrance, de tragédie, et elle me disait toujours qu'elle avait perdu tout dans la vie. Elle avait perdu sa famille qui était restée en Grèce, elle avait perdu l'argent, les titres, mais elle disait toujours que l'unique chose qu'elle n'avait jamais perdue, c'était la dignité. Parce que la dignité, ce n'est pas le titre, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les biens matériels, mais c'est quelque chose qui reste dans les personnes. Et c'est lié à la responsabilité morale. Elle pensait qu'elle avait toujours tenu cette idée de responsabilité morale. Elle avait toujours essayé de résister les compromis que vivre dans une dictature lui demandait. Et alors là, cette photo est à l'origine de votre livre, parce que cette photo a été publiée sur les réseaux sociaux, et il y a eu un déferlement de haine de la part des trolls, comme vous dites, de gens qui la traitaient de fasciste, de collabo, parce que cette photo a été prise en 1941 en Italie. Elle est en voyage de noces avec son mari. Elle est à Cortina, là où se déroulent précisément les JO d'hiver. Or, 1941, l'Italie, c'est Mussolini. Et cette photo, vue plus tard par des Albanais, déclenche chez eux une espèce de colère invraisemblable et vous décidez de venger votre grand-mère. Oui, parce qu'à ce moment-là, elle ne vivait plus. Et la photo, c'était une photo que je n'avais jamais vue parce qu'on n'avait pas de photo de la jeunesse de mes grands-parents parce qu'elles avaient été toutes prises par les communistes quand ils sont arrivés au pouvoir. Mais voir cette photo et en plus voir les commentaires sur elle, les personnes, les trolls qui disaient qu'elle avait été une espionne communiste, une espionne fasciste, ça pose la question de qui a le droit de raconter d'une vie et de donner un peu le sens à cette vie qui est perdue et qui, quand la personne n'est plus là. C'est pas la même chose quand on est là soi-même à se défendre ou à dire non, ce n'est pas vrai, on peut toujours corriger, on peut toujours résister au troll, mais quand il s'agit d'une personne qui est morte, c'est une responsabilité des générations futures. Alors votre grand-mère justement disait « Le sentiment d'être libre ne m'a jamais quitté. On est libre quand on essaie de faire ce qui est juste. » C'est ça la dignité pour vous ? Oui, c'est ça pour moi. Et je pense que c'est très important parce que c'est ce qui donne un peu l'espoir dans un moment de crise. La vie de ma grand-mère, c'était une vie qui s'est déroulée dans cette tragédie de l'histoire. Elle a vu la chute de l'Empire ottoman, le fascisme, le communisme, la crise économique, la guerre. Et après, elle a aussi vu la fin du communisme. Mais c'était quelque chose, la dignité, c'était quelque chose qu'elle disait qu'elle se portait et que lui permettait de résister aussi les interprétations idéologiques de la liberté que chacun de ces régimes portait. Alors, votre grand-mère est morte en Albanie. Vous, vous êtes né en 79 en Albanie. L'Albanie qui est un tout petit pays, 2 900 000 habitants, minuscule pays, mais qui négocie depuis, on va en parler avec vous et avec Anna, depuis novembre pour intégrer l'Union européenne. Oui, la dernière phase de négociation a été entamée au mois de novembre pour l'Albanie pour rejoindre l'Union européenne. Et elle pourrait donc rejoindre les 27 dès 2030 et couronner ainsi un très long processus. Je rappelle que Tirana avait déposé sa candidature en 2029 et que les premières négociations n'avaient, elles, débuté qu'en 2022. Mais pour autant, rien n'est gagné aujourd'hui, puisque les 27 États membres doivent voter à l'unanimité l'entrée d'un nouveau pays dans l'Union. Et l'Albanie s'est rapprochée des standards européens, mais elle doit encore faire ses preuves sur des sujets sensibles, et notamment la lutte contre la corruption. Le pays peut cependant compter sur l'adhésion populaire. 90% de ses citoyens sont favorables à rejoindre l'Union européenne. Alors vous disiez dans une interview que l'Albanie, c'est un petit pays qui doit s'allier à plus fort que lui pour espérer survivre et que finalement, dans cette grande cour de récré, l'Europe serait le
plus gentil des tyrans. Est-ce que ça veut dire que l'Union européenne, c'est un choix par défaut pour les Albanais? Oui, bien sûr, parce que l'Albanie est un petit pays. L'histoire de l'Albanie a été toujours déterminée par les pouvoirs géopolitiques. C'est toujours une question d'alliance et aussi de deviner quelles des alliances plus grandes ont la chance ou peuvent donner une chance à l'Albanie. Mais pour moi, c'est très intéressant parce que le processus d'élargissement à l'Albanie, on demande toujours si elle mérite d'être dans l'Europe. Et moi, je réponds toujours que ça fait 2000 ans qu'elle est dans l'Europe. Voilà, c'est ça. C'est ce que je dis, c'est qu'il y a 2000 ans qu'on n'a pas pu résister. Et alors, il s'agit de donner une représentation politique à ce processus culturel qui est déjà là, qui est déjà en cours. Et aussi de comprendre que des pays comme l'Albanie, avec leur expérience, avec leur désir, avec l'énergie, peuvent porter quelque chose à l'Europe. Alors, ce n'est pas une question de standards, si vous avez les standards européens ou pas, parce qu'on voit maintenant que les standards européens ne sont pas vraiment là aussi dans les pays de l'Union européenne. Et il s'agit plutôt de comprendre que c'est un processus réciproque où il y a des ressources d'une partie ou de l'autre. Et il y a aussi une critique qui peut venir des pays de l'Albanie et qui peut donner une nouvelle énergie à ce processus. Alors, il est aussi question beaucoup d'identité dans ce livre. Et vous dites l'identité est instrumentalisée aujourd'hui pour aborder des problèmes qui, en réalité, ne sont pas liés à l'identité. Par exemple, qu'est-ce que vous voulez dire? Je pense que l'identité est une question qui vient maintenant manipuler beaucoup parce qu'on lit les conflits de la mondialisation comme des conflits qui viennent produits par les civilisations et par les différences entre les civilisations ou des différences culturelles, de religion. Plutôt, je pense que les crises du présent sont des crises économiques et politiques où l'identité est complexe. On ne peut pas réduire une question à une question d'intégration culturelle. Plutôt, c'est une question de comprendre d'où, par exemple, les migrations viennent. Quelles sont les sources de cette injustice sociale qui produisent l'immigration? Et quand on réduit l'analyse des conflits à une analyse de civilisation, on ne comprend pas ce qui c'est vraiment le problème. Léa Huppy, pour revenir à l'Albanie, à la deuxième page de votre ouvrage, vous rencontrez un chauffeur de taxi à Tirana qui a une casquette rouge que sa fille lui a rapportée de Floride, MAGA, la casquette des Trumpistes en quelque sorte. Et ça me donne envie de vous poser cette question. La fille de Donald Trump et le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, sont en Albanie régulièrement pour acheter des îles et ça déclenche des réactions extrêmement ulcérées. Ils essayent d'acheter plusieurs îles, certaines qui sont des réserves naturelles protégées. Apparemment, le Premier ministre albanais trouve ça normal. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette prédation capitalistique? Je pense que c'est un symbole de la fusion entre l'oligarchie économique et le pouvoir politique. Donald Trump, c'est ce que ça représente. Mais je pense aussi que c'est important de ne pas penser que, oh non, ce n'est pas Ivanka, Jared, Donald Trump. Je pense que ce qui est important, c'est le phénomène. Oui. Et le phénomène, c'est la prise du pouvoir politique par les oligarchies économiques. Et c'est là que s'il n'y a pas Jared et Ivanka, si on a ce modèle-là de fonctionnement de la société, ça va être un autre oligarque avec un autre nom. Et ce sera un autre Donald Trump aussi. Donc c'est très important de ne pas se préoccuper des noms, mais d'essayer de comprendre un peu le phénomène. Les systèmes, c'est ça, ce qui est systémique. Les structures. Ouais. Et c'est ce que je dis aussi dans le livre quand il s'agit de comprendre l'injustice historique en Albanie. Maintenant, quand on révisite la question, par exemple, des archives, des espions communistes, la question principale qu'on se pose, c'est est-ce que tu veux savoir le nom des espions? Et je pense que quand on essaye de comprendre les justices structurelles, les noms, c'est le dernier moment de l'analyse, mais ça ne peut pas être parce que c'est une manière très facile de ne pas prendre de responsabilité pour les structures quand on dit alors cet individu. Merci Léa Huppy. Ça s'appelle Indignité, c'est chez Calman Levy, c'est remarquable. Et je précise que demain, c'est votre discours inaugural au Collège de France. Vous allez y être pendant 6 mois jusqu'au mois de mai prochain. Discours inaugural, l'invention de l'Europe par les langues et les cultures. Merveilleux programme. Merci infiniment d'être venu sur Arte, chaîne franco-européenne, franco-allemande bien sûr. Merci infiniment. On va passer à notre débat sur la course aux étoiles à quelques jours du départ de l'astronaute française Sophie Adno, 43 ans, qui va séjourner avec des Russes et des Américains dans la Station spatiale internationale à 400 km au-dessus de nos têtes. Un grand pas pour la diplomatie et la parité. Accès indépendant à l'espace, vol habité, défense spatiale, exploration. Quels sont les enjeux de cette course aux étoiles pour l'Europe? On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez.
août 1996, les Français ont les yeux rivés sur leur écran de télévision. Claudie Aigneret devient ce jour-là la première astronaute française à aller dans l'espace, destination la station Mir. Le voyage pour venir jusqu'à la station, c'était tout à fait merveilleux de voir les sphères, de jour, de nuit. Presque 30 ans plus tard, Claudie Aigneret passe le témoin à une autre femme, Sophie Adenau, 43 ans, surdouée et passionnée, s'envolera dans 2 jours pour l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Allez, bon vol, on pense à toi très fort. Merci à toi. Je vous emmène tous avec moi et je compte sur vous pour être là le jour du décollage et faire le décompte avec moi. Le décollage est prévu vendredi à 11h15 heure de Paris à Cap Canaveral en Floride à bord d'un lanceur de SpaceX. La mission de Sophie Adenau, accompagnée de 2 Américains et d'un Russe, durera au moins 8 mois. 3, 2, 1, 0. Ignition. Ce retour d'une Française en orbite illustre-t-il la volonté de l'Europe de demeurer une puissance spatiale majeure derrière les États-Unis et la Chine? En tout cas, le contexte de concurrence de plus en plus féroce inquiète le patron de l'Agence spatiale européenne. Les États-Unis retourneront sur la Lune, la Chine ira sur la Lune, l'Inde développe ses propres capacités de vols spatiaux habités et l'Europe, qui est un groupe de nations très puissant, ne dispose pas aujourd'hui de ces capacités. Alors les Européens qui ont abandonné en 1992 le projet de navette spatiale Hermès peuvent-ils réussir à se relancer dans la conquête de l'espace? Ou vont-ils devenir de simples clients des États-Unis, de l'Inde ou de sociétés privées comme celle d'Elon Musk qui rêve de coloniser Mars? Le démantèlement de l'ISS prévu pour 2030 risque-t-il de porter un coup fatal à l'exploration spatiale européenne? Nos 3 invités, Nathalie Tinjot, bonsoir. Vous êtes chargée de relations internationales à l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Vous êtes par ailleurs chargée de la coopération spatiale avec la zone Indo-Pacifique. Et vous êtes également réserviste de l'armée de l'air et de l'espace. Et vous considérez que les astronautes de l'Agence spatiale européenne, on ne dit plus spationautes, on dit les astronautes, sont perçus comme étant très qualifiés. Cela nous positionne bien dans la compétition mondiale. Et vous ajoutez, on espère à l'avenir pouvoir avoir des vols habités. Mais ça demande énormément d'investissement. À côté de vous, Xavier Pasco, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de la Fondation pour la recherche stratégique. Vous avez publié La ruée vers l'espace, nouveaux enjeux géopolitiques. Selon vous, avec la relance de l'exploration lunaire, l'Europe réfléchit à la place qu'elle doit occuper. Son rôle pour l'instant est de fournir du matériel dans le cadre de la coopération internationale, mais vous ajoutez, il serait important de ne pas dépendre entièrement du calendrier américain. Et à côté de vous, Alain Siroux, directeur de la rédaction de Ciel et Espace, fameux bimestriel, que voici, et il est derrière moi. Selon vous, les vols habités, c'est quelque chose de très cher, y compris pour les Américains et les Chinois. La vraie question, c'est pourquoi envoyer des humains en orbite? Quand on y a répondu, on voit si on est prêt à y mettre les moyens. Et on démarre avec le menu du jour. Ce n'est pas de coutume qui va vous faire saliver, velouté de panais au curry et haddock en entrée, puis bisque de homard, tourteau et carvi, et enfin douceur, crème chocolat à la fleur de casette et café. C'est un échantillon en fait de quelques plats emportés dans l'espace par Sophie Adenau, des repas en conserve ou lyophilisés, concoctés par la chef multi-étoilée Anne-Sophie Pic. Nathalie Tinjot, est-ce que c'est à ça que ressemble le quotidien alimentaire des astronautes? C'est vrai qu'ils ont tous le choix de travailler avec un chef. Oui. Thomas avait travaillé avec Thierry Marx. Thomas Pesquet avec Thierry Marx, si je me souviens bien. Donc, il y a aussi, je crois qu'ils ont le pâté ENAF aussi qui est bien représenté. Comme dans les sous-marins. Mais ça, c'est pour les grandes occasions, si on comprend bien. Mais, ça. Bon, ça reste de la nourriture. Les Chinois, ils mangent des lentilles, grosso modo. C'est ce que vous voulez nous dire. Mais ça entretient le moral des troupes. C'est ça, c'est important. Mais Alain Siroux, plus sérieusement, ça ressemble à quoi le quotidien d'un astronaute qui va dans la station spatiale internationale, dont celui de notre française? C'est très chronométré. Il n'y a pas une minute qui n'est pas destinée à quelque chose. Alors, franchement, si vous considérez que c'est des gens qui partent et qui ont du travail à faire, et puis en fait, ils se débrouillent un peu, et puis ils prennent leur temps pour regarder par le hublot, vous oubliez complètement. En fait, il y a un planning d'un strict incroyable. Lever à telle heure, telle expérience. Ensuite, on passe à ça. Enfin, il y a quand même 200 expériences pour Sophie Adenau, dont une vingtaine
spécifiques. Et puis, donc, ils travaillent du matin au soir. Le soir, il y a les repas en commun. Le soir, ils vont se coucher, mais il y a un petit peu de temps personnel. Ils travaillent toute la semaine. Le samedi est consacré au ménage et à l'entretien de la station et aux petites affaires ou aux coups de fil. Et le dimanche, c'est repos. Et ça, c'est en continu. C'est une routine qu'il faut instaurer pour que toutes les expériences aient lieu, mais surtout pour que les astronautes, dans leur tête, ils aient des rythmes. Parce que quand vous tournez autour de la Terre 16 fois par jour, je crois que c'est 16 fois par jour, si mes souvenirs sont bons. C'est un lever et un coucher de soleil toutes les 45 minutes. Il faut trouver des chronologies qui instaurent une habitude, un rythme et une régularité. Oui, c'est ça. Xavier Pascaud, donc il y aura 2 femmes et 2 hommes astronautes qui vont rejoindre l'ISS vendredi, si les conditions météorologiques sont favorables. Il y a une notion de parité, c'est important. Ah oui, elles sont de plus en plus importantes d'ailleurs. Oui, bien sûr, l'espace, j'allais dire, se met au diapason de la société. Voilà. Ça, c'est clair. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'il faut savoir qu'historiquement, quand la NASA a été créée, le corps des astronautes aurait pu être un corps féminin, en fait. On a eu des astronautes femmes qui ont montré des aptitudes médicales supérieures à celles des hommes. Et Lyndon Johnson, à l'époque, a refusé que ce soit le cas. Et ça a lancé la tradition d'astronautes masculins. Enfin, aujourd'hui, on corrige un peu le tir. Et en URSS, il y avait eu une cosmonaute femme. Qui était la première femme à aller dans l'espace. D'accord. Nathalie Tinjot, ce qui nous interpelle aussi, c'est qu'il va y avoir dans le ciel des Français à côté de Russes. On continue à dialoguer là-haut, alors qu'ici, la diplomatie est beaucoup plus chaotique. Alors, effectivement, depuis 1975 et la poignée de main Apollo-Soyouz, il y a une tradition de diplomatie spatiale. On essaye en effet de maintenir un dialogue avec toutes les nations dans l'espace. Il y a aussi des textes qui permettent de porter secours à tous les astronautes, quelle que soit la nation qui est en capacité de leur porter secours. Donc c'est vraiment quelque chose... On doit quand même dire que depuis 2022, il y a eu un coup d'arrêt à certaines coopérations. Nous avons mis fin à certaines de nos missions. Mais en l'occurrence, pour l'ISS, on continue à travailler avec les Russes, qui sont chez eux. D'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, ils sont chez eux. C'est-à-dire ? Donc, ils ont un module qui sont à eux. Donc, voilà. Et par ailleurs, il y a une espèce de redondance sur toutes les opérations spatiales. Et on a toujours besoin, pour l'évacuation, par exemple, des astronautes, on a toujours besoin de la capsule russe. Donc, ça maintient un dialogue malgré les circonstances. À propos de dialogue, vous êtes en relation par SMS avec Sophie Adno. Elle va bien ? Alors, effectivement, on a échangé ce matin. J'étais très surprise. Je ne pensais pas qu'elle répondrait à nos questions parce qu'elle est très, très prise, effectivement. Mais elle va bien. Elle est en bonne santé. Elle est impatiente d'aller dans l'espace. Elle est concentrée. Parce que là, on est dans les checklists, on est dans les vérifications, on est dans les petites... aussi, ils continuent à avoir des tests, elle continue à faire 2 heures de sport, mais elle est vraiment impatiente. Et surtout, elle est en communion avec tous les gens qui ont permis à cette mission de devenir réalité. La meilleure des recrues, en somme. Absolument. J'ai l'impression. Ainsi, Nathalie Tinjot vient de dire, en fait, on est dépendant notamment des Russes, voilà, pour s'extraire de cette station spatiale. Ça veut dire que les Européens, les vols habités européens, c'est pas pour demain. C'est pour nous vraiment, on peut pas s'affranchir des autres. Je dirais, on est interdépendants. Pour moi, la station internationale, c'est une ambassade extraordinaire en copro. Vous avez un appartement important qui est l'appartement américain, les Russes ont leur appartement, Nathalie l'a dit, nous les Européens on a aussi notre appartement, un appartement en 3 dimensions, c'est-à-dire vous flottez, c'est du volume, c'est 1000 mètres cubes en volume, c'est l'équivalent de 3 bus à peu près en termes de surface, c'est bien occupé, mais ça veut dire que y aller tout seul, il y a un coût. Et donc là, la station internationale, elle s'est montée pour une raison spécifique, qui est celle de ce que disait Xavier, c'est-à-dire d'abord les Américains et les Soviétiques, enfin Russes, se sont dit que c'était une excellente façon de coopérer, puis surtout d'éviter que les ingénieurs russes se sauvent pour aller faire autre chose dans des pays moins recommandables. Donc ça s'est constitué comme ça a démarré sous Reagan, et ça va se terminer sous le mandat, peut-être même après... Ça va se terminer en 2030, Xavier Pascaud, on s'interroge, enfin c'est
annoncé pour se terminer en 2030. Est-ce que ça veut dire que la présence des Européens dans l'espace, du coup, va être amoindrie, limitée? Il y aura moins d'opportunités? Alors, nécessairement, en tout cas pour ce qui concerne les stations orbitales, la présence des Européens, mais pas seulement celle des Européens, sera limitée, ça c'est clair. On a une station chinoise aujourd'hui qui occupera le terrain, si j'ose dire, et puis peut-être, mais ça c'est hypothétique, des stations qui seraient privées. Les Américains essayent de repenser à ça. Surtout, ce qu'on voit, c'est que le relais est pris par le programme lunaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le barycentre, si vous voulez, du programme habité, est en train de passer de l'orbite basse, 400 km avec la station, au programme lunaire qui est censé être ce nouveau grand programme. Alors, international, un peu sur le mode de la station, mais en fait très américain ou très chinois, dans lequel les pays s'impliqueront. Et l'Europe est déjà impliquée et fournit des éléments techniques au programme américain. Mais on est évidemment dans une période d'incertitude très forte parce que tout ça dépend du contexte géopolitique, bien sûr. Et puis on a les Indiens aussi. Justement, on va en parler avec Anna qui va nous expliquer comment l'Inde se prépare au vol habité. Oui, l'Inde est en passe de devenir la 4e puissance mondiale à réaliser des vols habités derrière la Russie, les États-Unis et la Chine, et donc devant l'Europe. Et le Premier ministre Narendra Modi avait même annoncé ce premier vol pour le premier trimestre 2027, c'est-à-dire dans un an. Alors l'ISRO, qui est l'organisation indienne de recherche spatiale, travaille depuis déjà des années sur la mission Gaganyaan, en sanskrit, qu'on pourrait traduire par véhicule céleste en français. Gaganyaan, c'est à la fois le nom donc, de cette capsule que vous voyez, mais aussi celui de la mission qui consiste à envoyer 4 astronautes, les gaganautes, dans l'espace et de les ramener à bon port. Un premier test d'éjection d'urgence de cette capsule a été effectué avec succès en 2023. Et d'autres vols tests non habités sont prévus au cours de l'année 2026. En attendant, l'ISRO enchaîne les succès. Malgré un budget très modeste, c'est 1,6 milliard de dollars en 2023. C'est très peu par rapport à la Chine ou aux États-Unis. Et donc, en 3 ans, elle a pourtant réussi à envoyer un rover sur la Lune, à envoyer un de ses gaganautes dans l'ISS l'été dernier et son plus gros satellite en orbite, c'était en novembre, grâce à une fusée 100% made in India. Et donc, l'Inde va capitaliser sur toutes ces expériences pour affiner ce projet de vol habité, mais aussi pour rêver encore plus loin. Ça pourrait être une station spatiale indienne en 2035 et puis même un drapeau posé sur la Lune dès 2040. Nathalie Tinjot, si l'Inde a réussi à le faire, à obtenir de tels résultats en si peu de temps, pourquoi l'Europe n'y arriverait pas ? Si on se réfère à ce que disait le philosophe Aron, il y a la légitimité de l'époque, en fait. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision, Raymond Aron. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision, il y a celle de la légitimité de l'époque. Aujourd'hui, on a des opinions publiques qui veulent qu'on s'occupe du climat, qui veulent qu'on s'occupe des applications utiles, qui veulent... Donc, on a un portefeuille d'activités qui est très large à l'ESA. Donc, on ne peut pas diriger toutes nos ressources. Bon, on a obtenu 22 milliards, mais le programme... plus que les Indiens, quoi. Le programme le moins financé à la ministérielle a été l'exploration spatiale. C'est un choix politique. Donc, c'est un choix politique qui repose sur les préoccupations de l'opinion. Alors, on fait des briques. C'est-à-dire, on va vers le vol habité à terme, mais pour l'instant, on va vers du cargo, on finance du cargo, on finance l'Argonaute. Ceux qui ne savent pas ce que c'est que le cargo. Oui, c'est du vol non habité. Voilà, ouais. c'est du ravitaillement. Ce qui nous permet de poser des briques technologiques et de faire émerger des compétences qu'on avait déjà par ailleurs avec l'ATV. Et on espère petit à petit aller vers du vol habité. C'est consommateur de ressources, mais il y a aussi... On est dans une perspective aujourd'hui où on fait plus de coopération. On coopère avec l'Inde énormément. Et d'ailleurs, Thomas Pesquet est très impliqué dans la coopération avec l'Inde sur les vols habités. On met des briques d'autonomie aussi. C'est-à-dire, on essaye de s'affranchir d'une coopération trop étroite avec certains partenaires. Mais ça prend du temps et on ne peut pas tout abandonner pour ne faire que du vol habité. Mais c'est vrai qu'Alain Sio, quand on voit ces 22 milliards d'euros, tout de même, c'est pas rien. On se dit, mais pourquoi il n'y en a pas une partie
qui est orienté vers ces vols habités. Il y a une partie. Oui, mais il y a insuffisamment, c'est-à-dire qu'on va pouvoir... ça veut dire que quoi, dans les 5 ans qui viennent, dans ces cargos de ravitaillement, on pourra envoyer un équipage humain, par exemple? Non, c'est un choix politique. C'est vraiment un choix politique. C'est-à-dire, là, vous avez 23 États qui doivent décider d'un pot commun. Et effectivement, l'espace, c'est un miroir à facettes. Et c'est comme la Lune. C'est-à-dire, vous regardez une facette particulière, vous avez une puissance onirique. C'est le rêve, c'est l'exploration. Oui. Un homme dans l'espace. Voilà, vous décalez un petit peu, et là, vous avez tout d'un coup la surveillance vue de là-haut, les militaires, la géolocalisation. Vous décalez encore un petit peu, vous avez le service. Alors le service, c'est l'observation de la Terre, c'est le climat, vous bougez encore un peu. Donc c'est un miroir à facettes. Et pour le public, c'est une puissance onirique extraordinaire. C'est-à-dire que vous connaissez ces petites choses où ce que pense que dans mon travail, ce que pense ma mère de ce que je fais, mon voisin, mes copains. À chaque fois, c'est différent. L'espace, c'est ça, c'est-à-dire que sous le même terme, on englobe des choses très différentes. Et là, le vol habité, c'est une partie spécifique minoritaire en Europe et très forte aux États-Unis. Et pour la plupart des nations, vous parliez de l'Inde, ça s'adresse à leur population et c'est là une démonstration de puissance et de souveraineté. Xavier Pesco, tout à l'heure, on parlait de coopération entre les États, et là, en l'occurrence, des États-Unis. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas risqué de coopérer, vu l'état géopolitique, avec les États-Unis? Oui, c'est compliqué. Alors, c'est vrai que l'espace a un statut particulier. Avant d'être le citoyen d'un État dans l'espace, on est d'abord un être humain. L'espace, c'est quand même le milieu le plus hostile qui existe, le plus ennemi de l'humain qui existe. Et donc, la coopération se fait naturellement. C'est pour ça, sans doute aussi partiellement, que ça reste un endroit où on oublie un peu tout ça. Mais effectivement, avec tout ce que ça emporte en termes de recherche, de technologie, etc., les liens sont quand même très sensibles parfois, y compris dans l'espace dit civil. Là, on n'est pas dans l'espace militaire. Mais oui, mais les technologies sont communes. Alors, on commence à parler de fusées, on commence à parler de missiles. Enfin, on a tout un tas de choses qui sont communes. Donc oui, sans doute, ça va être plus compliqué. Donc ça veut dire pour l'Europe, en réalité, et ça, c'est une vraie réflexion de fond, je crois qu'il y a depuis plusieurs années en Europe, mais elle avance très lentement. C'est au lieu de réagir finalement, les moteurs sont aux États-Unis, en Chine, éventuellement en Russie, en Inde. En Europe, on fait des très très belles choses, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, un peu comme pour le reste, on a l'impression qu'il faut que l'Europe dispose de sa propre vision politique. Et ça, c'est l'objet d'un débat public, qui n'est pas encore ici. Qui doit avoir lieu. Voilà, la masse critique n'est pas encore là. Et donc, on est en train, effectivement, dans le monde professionnel, d'essayer de faire au mieux, de faire tenir les choses ensemble. Et on voit bien qu'on a besoin de ça, certainement. Alors, vous évoquez l'extraordinaire puissance onirique, un homme, une femme dans l'espace. Écoutez, regardez notre archive, visez la Lune, visez Mars ou d'autres planètes. Le projet ne date pas d'hier. On en parlait de manière assez malicieuse aux actualités françaises en 1950. Si la guerre des mondes n'est pas pour demain, des projets s'élaborent laissant prévoir pour bientôt le premier voyage dans la Lune. Et on nous affirme déjà qu'avant 10 ans, on verra d'immenses aérogares sidérales assurer le départ des fusées interplanétaires. On prendra son billet tout naturellement pour le week-end, histoire de voir ce qui se passe là-haut. Les voyageurs pour la Lune en voiture. La tour de contrôle fera un signal. Contact. Et les touristes sidérés, le nez collé au hublot, verront la Terre s'amenuiser puis disparaître à la vitesse de 8 ou 10 000 km/h, tandis que la Lune se rapprochera à vue d'œil. Ça est presque tendre, Nathalie Tinjot, mais franchement, la Lune et Mars, c'est pas pour demain la veille. Non, nous, on va continuer à privilégier les satellites, le quotidien, comme vous le disiez tout à l'heure, ou pas? Non, la Lune, la stratégie 2040 de l'ESA a 3 volets, l'orbite basse, l'orbite lunaire et Mars. L'orbite basse, c'est l'équivalent de la Station spatiale internationale. Voilà. Donc, il va y avoir un game changer avec la fin de la station telle qu'on la connaît. Ça, c'est clair. Après, on prépare la Artemis. On a Artemis. Donc, c'est un programme américain auquel les Européens participent, c'est ça? Sans nous, il ne décolle pas. Puisqu'on a un service de module européen, la capsule, sans nous, elle ne part pas. Donc ça, c'est aussi... mais dans la mission qu'il va y avoir là, il n'y a pas d'astronaute européen pour l'instant. Il y a un Canadien, mais il n'y a pas d'Européen. Non, alors, évidemment, le choix du premier astronaute était politique et géopolitique. Mais on a 3 places, normalement, qui sont réservées pour des Européens.
On a déjà annoncé qu'il y aurait un Allemand qui serait... Voilà, mais normalement, on devrait avoir un Français et un Italien. C'est pour quand, pardon sans problème. Normalement, c'est d'ici la fin de la décennie. Donc, Donc on avance sur la Lune. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais sur Mars, Elon Musk a fait marche arrière récemment pour se consacrer sur son programme lunaire. Donc, nous, on avance sur l'exploration robotique de Mars, avec ExoMars. Donc, Alain Surmy, il faut explorer toujours ces pistes-là. Pour vous, la Lune, ça doit être un objectif toujours aujourd'hui permanent? On va se revoir, parce qu'il va y avoir plein de choses dans les temps qui viennent. D'abord, on va tourner autour de la Lune dans les semaines qui viennent. Enfin, je dis on, c'est-à-dire Artemis, et une femme autour de la Lune. Pour la première fois, c'est la mission Artemis 2. C'est pas seulement cette mission-là, mais il y aura une femme à bord. Voilà. De quelle nationalité? Américaine. D'accord. Après, la discussion, c'est qui va se poser en premier sur la Lune? C'est-à-dire, est-ce que ce sont les Chinois? Pour vous, c'est une Chinoise. Vous considérez que c'est une femme chinoise? C'est un avis totalement subjectif, mais quand on regarde le programme chinois, son avancée et le retard et surtout la complexité du programme américain, l'impression, elle est très claire, c'est que la Chine sera sur la Lune en 2029, 2030 au plus tard. Et vraisemblablement, ce sera posé. Et puis ensuite, effectivement, c'est qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire, est-ce que on a une implantation permanente? Qui va se poser? Quelle est la destination? Mars, une destination naturelle. Mais vous savez, on a le temps. Et si on regarde les déclarations précédentes, on devrait déjà y être depuis plusieurs décennies. Depuis 86. Xavier Pasco, à ces explorations et des enjeux militaires, voire extractivistes, des minerais éventuellement sur la Lune ou ailleurs? Alors ça, je dois dire qu'effectivement, on entend ce discours, notamment aux États-Unis. Alors c'est un peu cosmétique aussi. C'est une manière de justifier ce programme vers la Lune. Ce programme vers la Lune, c'est d'abord beaucoup d'argent qui va chez beaucoup d'industriels pour faire des technologies qui peuvent être utilisées pour ça, mais aussi pour plein d'autres choses. Et donc on a besoin, je dirais que dans le programme lunaire, ce qui est le moins important, c'est la Lune finalement aujourd'hui quand on regarde bien. Ce qui est le plus important, c'est les intérêts de chacun, qui ne sont pas nécessairement des intérêts strictement lunaires, mais qui s'accordent bien avec un discours qui trouve à la Lune beaucoup d'atours. C'est-à-dire eh bien, l'exécutif, la NASA par exemple, l'Agence spatiale américaine, avait besoin d'être remise en selle à la suite d'années où elle a vraiment été très très affectée par la montée de SpaceX et tout ça. Donc d'Elon Musk. Donc il fallait lui donner un objectif. Donc lui donner la Lune, c'était lui donner un objectif. Les industriels comme Elon Musk, Jeff Bezos aussi, qui était en train de faire le forcing, eh bien eux se sont volontiers remis sous le sillage de la NASA pour bénéficier de la manne. Et l'exécutif américain, alors l'administration Trump, puis Biden, puis Trump aujourd'hui encore, eh bien peuvent montrer comme ça qu'ils ont le goût de l'exploration et relancent un peu les choses. Mais Nathalie Tinjot, ça veut dire qu'au final, le privé, ces milliardaires auront peut-être le dernier mot dans la course aux étoiles par rapport aux États, par rapport à l'Europe, par rapport aux institutions publiques, par rapport à nous, quoi. C'est une vraie bonne question. La question des super empowered individuals, elle ne se pose pas que dans l'espace. Les individus surpuissants, pour traduire. Voilà, qui ont plus de pouvoir que elles ne se posent pas que dans l'espace. Je pense que les agences ont encore un grand rôle à jouer. Et c'est l'inquiétude par rapport à des puissances transnationales, quoi. Oui, et notamment, on vient toujours nous trouver quand on a besoin d'argent. Donc, donc je pense que les agences ont encore un vrai rôle à jouer. Et puis, ce sont des acteurs de confiance. Ça, c'est important. Les agences sont des acteurs de confiance. Très bien. Eh ben, ce sera le dernier mot de ce débat. Merci à tous les trois d'être venus évoquer toutes ces questions spatiales. Et puis, le départ imminent, c'est normalement vendredi, de Sophie Adno pour l'ISS. On va rester dans l'actualité vue par Xavier Maudieu et Marie Bonisseau. La pomme de terre, la patate française n'a pas la patate, justement, à cause de la surproduction en 2025. Et on parlera d'un jeu vidéo conçu en Afrique du Sud qui propose de repiller les œuvres d'art non restituées par les anciens colonisateurs. C'est politique et ludique. Mais d'abord, le mot vedette du jour, Oman, le sultanat qui accueille l'Iran et les États-Unis pour parler de champignons nucléaires. C'est entendu. À Oman, dans le Golfe donc, ou encore mer d'Oman. À Oman. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Oman, dérivé de l'arabe Amoun, peuple sédentaire par opposition à nomade, désigne un pays de 5,5 millions d'habitants situé à l'extrême sud-est de la péninsule arabique et dont un morceau est au cœur du pétrostratégique détroit d'Ormuz. Le 6 février, l'Iran voisin et les États-Unis ont choisi Oman pour leur discussion.
Les négos devaient avoir lieu en Turquie, laquelle souhaitait mettre sur le tapis volant, outre le nucléaire, les missiles balistiques et le récent massacre anti-manifestants. Téhéran a préféré s'en tenir au nucléaire en tête-à-tête avec Washington. Et Oman, réputé plus neutre, a déjà un passé de médiateur entre les mollahs atomiques et le grand Satan. Oman cultive une diplomatie de non-ingérence, discrète et tempérée. Il intervient pour la libération d'otages français, ne rompt pas avec le boucher de Damas, discute avec Israël, refuse de rejoindre la coalition anti-Houthi au Yémen ou de choisir son camp dans la friture qui oppose le Qatar à ses voisins. La Suisse, avec vue sur mer. Comme ses voisins, Oman a du pétrole. À leur différence, il n'est pas un royaume, mais un sultanat, depuis 1794. Le sultan est le chef de l'État, gouverne effectivement, mais ne vaccine pas contre l'obscurantisme. Oman fut dirigé 38 ans par un même sultan tyrannique qui entendait empêcher le XXe siècle de contaminer le XVe. Raté. En août 1970, après 1h30 de fusillade dans les passages secrets de son palais, le vieux sultan fut blessé, puis chassé par les nervis de son fils. Celui-ci modernisa le pays jusqu'à sa mort en 2020, avant que son cousin ne poursuive la mutation vers le futur. Dans un monde de pyromanes, Oman n'est pas le pire. Excellent Thibault Nolte, retour. Marie Bonisseau, Xavier Mauduit. Alors, montrez votre papate. On va parler de patates, Xavier Mauduit. Alors, la récolte de 2025 de pommes de terre a été trop bonne. Oui. L'Europe, comme ferait Xavier Mauduit, est confrontée à une crise de surproduction et les prix s'effondrent. Et vous remontez à l'origine de la patate. Ah oui, on va regarder un peu ce qui se passe du côté de la patate. Elisabeth, en 1696, le père Labat, un missionnaire dominicain, s'installe à Baillif. Ça se trouve en Guadeloupe. Il est chargé en fait de mettre en valeur les terres que possède son ordre religieux. Et pour cela, il s'accommode. Mais alors, sans aucun souci de l'esclavage, vous l'avez compris, c'est un colon esclavagiste. Mais dans le même temps, c'est un explorateur. Il est curieux de tout. Il serait le premier à avoir fait venir un alambic en Amérique. Et ce serait peut-être grâce à lui que nous avons le rhum. Pas rien quand même. Pas rien, mais à propos de la patate, que dit-il? Alors, il en dit beaucoup de bien. Mais déjà, il faut bien préciser que pour nous, aujourd'hui, c'est une évidence. On fait la distinction entre la pomme de terre et la patate douce. Mais là, on est au XVIIe siècle. Tout ça, c'est extrêmement confus. On n'arrive pas vraiment à les différencier. Le père là-bas, lui, il parle de la patate, une sorte de pomme de terre. Il dit que ça ressemble un petit peu au topinambour. Mais alors, il avoue, il dit, je ne sais même pas si c'est originaire d'Amérique, si ça a été importé. En tout cas, il en distingue plusieurs variétés. Il y a des rouges, il y a des blanches, il y a des jaunes. C'est celle qu'il préfère. Il dit, c'est formidable, c'est très nourrissant, ça se digère comme un rien. Et surtout, ça pousse vite. Il explique que si vous oubliez une petite patate, là, vous revenez après, vous en avez plein. Il n'y a plus qu'à les faire bouillir, ça remplace le pain. Ou les utiliser pour le dessert, parce que vous les faites cuire sous la cendre, vous les arrosez de jus d'orange sucré, ça, c'est son petit régal. Il explique même que les gens qui ont goûté ça aux Antilles n'ont qu'une envie de revenir, mais justement pour ça, pour avoir du rab. Il ne comprend pas pourquoi en Europe, on mange des châtaignes, du blé noir, autant manger des patates. Alors, vous le sentez, hein, le père là-bas, lui, évoque sans doute la patate douce. Pour lui, c'est ça, le légume de l'avenir. Et son témoignage est précieux parce qu'il écrit 50 ans avant Parmentier, c'est-à-dire avant que Parmentier, en Europe, enfin dans le royaume de France, arrive à imposer, mais pas sans mal, la pomme de terre. Parmentier qui oublie complètement la patate douce. Et d'ailleurs, on le sent encore aujourd'hui, dans notre langue, en français, il n'y a qu'un seul mot pour désigner tout ça. On dit patate. Les Espagnols, eux, ont différencié les deux. Déjà, ils ont pris un mot qu'utilisaient les Amérindiens, papa. Papa. Ben alors, le problème, c'est qu'en espagnol, papa, ça veut dire pape. Oui, ah zut. Ben, c'était dur. Alors, ils l'ont transformé en patata. Patata, avec un P, c'est la pomme de terre. Et ils ont la batata, avec un B. Et ça, c'est la patate douce. Purée, c'est subtil. Ben, en tout cas, que la patate douce ait été aussi longtemps oubliée, faut le dire, c'est du gâchis Parmentier. Bien sûr, Mauduit, excellent. Oui, au cube. Je demande au cube, Marie Bonisseau. Alors, justement, vous nous présentez Relooted, un nouveau jeu vidéo sud-africain qui consiste à voler des œuvres africaines dans les musées occidentaux pour les restituer à leur pays d'origine. C'est ça. Est-ce que c'est vraiment du vol? Si c'était déjà volé, c'est la question centrale de ce jeu vidéo qui vient de sortir, qui s'appelle Relooted, ça veut dire repiller.
Et ça se déroule dans un futur proche. Alors les créateurs parlent d'afrofuturisme. Vous incarnez une héroïne qui s'appelle Nomali, qui est la reine du parcours à Johannesburg. Le parcours, c'est un sport qui consiste essentiellement de sauter sur des immeubles. Voilà, ne faites pas ça chez vous. Et là, vous êtes donc Nomali qui est à la tête d'une bande de sympathiques braqueurs. Il y a son frère qui est serrurier. Alors c'est pratique pour faire sauter les alarmes des musées. Il y a aussi sa grand-mère, grande intellectuelle qui est spécialiste des trésors du patrimoine africain. Un chauffeur qui vient du Congo, un hacker kényan, etc. Et toute cette fine équipe essaye de s'introduire sans violence pour contraster avec l'histoire coloniale. C'est fait exprès, nous dit-on. Essaye donc de s'introduire pacifiquement dans les musées occidentaux, français, anglais, belges, etc. pour voler un total de 70 artefacts africains qui existent vraiment. De nos jours, c'est là que le jeu vidéo est très malin parce qu'il nous fait jouer, sauter, bondir, courir avec de vrais objets dont on découvre la vraie histoire. Alors il y a notamment la reine Bangwa qui est une figure sacrée pour le peuple Lebang du sud-ouest du Cameroun, qui est actuellement détenu, pour votre information, par la fondation Dapper à Paris et qui a été rendu mythique par cette photo que vous connaissez peut-être, qui a été prise par Man Ray. Il y a aussi dans les artefacts à voler un tambour gadji du Kenya ou encore un buffle en argent du Dahomey qu'il faut faire attention à ne pas casser pendant votre course et à en croire ce gamer québécois. C'est pas très facile. Il est où mon buffle? J'ai tout niqué là. Go 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 où? Go, go, go! Il est où le buffle? Là, c'est la panique. C'est la panique. Alors, comment bien se marrer autour d'un sujet ultra politique qui est celui de la restitution des œuvres d'art africaines, dont 85% sont actuellement ailleurs qu'en Afrique. En France, le dernier rapport sur ce sujet, il date de 2018. Il a recensé 90 000 objets issus d'Afrique subsaharienne dans nos musées. Voilà, c'est une réalité que le studio de jeux vidéo de Johannesburg, Nyamakop, qui a produit ce jeu, veut transmettre en priorité à la diaspora africaine. Pourquoi la diaspora est la cible? Eh bien parce que ce jeu vidéo, il est fait pour les consoles et que en Afrique, on joue encore principalement sur les téléphones portables. Ok, un jeu de repillage bien goupillé. C'est ça. Merci Marie. Merci à tous. On se retrouve demain à 20h05. Tchuss, ou comme on dit à Cortina, touchous.